Lectrice sauvage. Lectrice sauvage. Lecture sauvage. Une lectrice boulimique. Carnivore peut-être. J'adore toucher les livres. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild. Alors Arnaud-Catherine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est ici chez vous, à côté de votre bibliothèque, pour pouvoir parler du lecteur que vous êtes, des auteurs que vous aimez, et puis aussi de votre écriture qui se construit et qui se co-crée peut-être avec ces lectures. Vous avez écrit une 30aine de romans, je crois. Je compte jamais. Mais si on compte la littérature adulte et la littérature jeunesse, oui, on doit être à une 30aine d'ouvrages, mais j'ai commencé tôt. Oui, j'allais dire, vous êtes très jeune. Le premier, je ne suis plus si jeune. Mais quand j'ai publié mon premier roman, j'étais jeune, puisque le premier, j'avais 23 ans. Ouais. Donc j'ai eu cette chance, en fait, de pouvoir être publié très tôt, même si je considère maintenant que mes premiers livres sont vraiment des œuvres de jeunesse, mais je regrette absolument pas, je voulais que ça arrive, je voulais être lu. Donc voilà, ça fait quelques décennies maintenant que je sévis, et ça explique sans doute le nombre d'ouvrages publiés. Alors Arnaud, il y a une question rituelle par laquelle on commence toujours dans ce podcast, c'est Arnaud-Catherine, quel lecteur êtes-vous ? Vorace. Vorace et capricieux. Mais c'est pareil avec les séries, le cinéma et tout. J'ai vraiment besoin d'avoir un désir très très fort d'entrer dans un livre. Alors après, voilà, il y a énormément de livres qui pour autant me tendent le miroir et m'invitent et m'appellent. Mais j'aime vraiment être subjectif. Voilà, j'ai besoin... ça a commencé quand j'étais adolescent et enfant. La lecture, c'était une chambre entre moi et moi. Ouais. Et si j'allais lire des livres, c'est parce que j'y cherchais des choses que je ne trouvais pas ailleurs. Et a fortiori, peut-être pas des réponses, mais des échos à tout ce qui se tramait dans ma tête d'ado un peu vertérien. Et j'ai gardé ça, en fait. Je ne lis pas comme on se nourrirait. Je lis vraiment parce que j'ai besoin de trouver dans l'espace littéraire des choses qui ne sont pas ailleurs. C'était quoi le premier contact, ce premier besoin peut-être justement d'aller chercher des réponses La première chose que je dirais du lecteur enfant, c'était le divertissement. Ouais. Donc sur les coups autour de 10 ans, c'était le Club des 5, c'était l'évasion divertissante. Et après, ça a mué quand même, ça a changé. C'est devenu peut-être un geste et des échappées plus graves. Pendant cette période de mue très troublante et déstabilisante qu'est l'adolescence, j'allais vraiment chercher écho à des angoisses. Donc c'était peut-être plus romantique comme acte, le fait de lire. Et c'était tout de suite de la littérature adulte. Ouais. Parce que je juge encore aujourd'hui que la littérature jeunesse à cette époque était très pédagogique, édulcorée, un peu mièvre. Pas du tout comme aujourd'hui, quoi. Et ça me suffisait pas, et je trouvais qu'on prenait trop de paires de gants avec moi, et moi j'avais envie de choses beaucoup plus radicales. Donc j'allais chercher en littérature vieillesse. Et c'était beaucoup de la littérature contemporaine déjà, j'avais besoin d'un son moderne. C'était Kundera, c'était un peu plus lointainement Camus. Voilà, des gens... qui me parlait d'aujourd'hui, maintenant, et je voulais qu'on me parle franchement, quoi. Je voulais qu'on me dise la vérité. Et c'était une aventure très solitaire et très importante et très exaltante. Je trouvais ça génial, en fait, d'avoir une chambre à soi, à l'esprit, s'entend, d'avoir cet espace où personne ne pouvait entrer, pénétrer. C'était mon espace à moi, comme presque un secret. Comment vous les découvriez, ces auteurs adultes C'était, vous parliez tout à l'heure de ce rapport capricieux, ce besoin d'être appelé par un livre, mais c'était en bibliothèque, c'était en librairie? Alors, c'était à la librairie, et je me revois au fond d'une librairie, là où il y avait tous les poches. Je lisais tous les 4e de couverture, et je regardais les couvertures.
Et j'attendais la rencontre. J'attendais qu'une ligne, quelques mots, m'appellent. Et parfois, c'était à l'aveugle, c'est-à-dire que je ressentais une impulsion, j'entendais cet appel, mais je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne savais pas pourquoi. Et aujourd'hui encore, moi je trouve ça assez exaltant quand on a envie de lire un livre, de ne découvrir que chemin faisant ou à la fin ce que ça nous a raconté de nous-mêmes, où ça nous a emmenés. Voilà. Donc j'ai passé des heures en librairie à lire les 4e de couverture, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui je fais vraiment très attention à comment sont rédigés mes 4e de couverture. Ouais. Et alors justement, on en parlait, vous le disiez, vous écrivez beaucoup pour la jeunesse, l'adolescence, et peut-être naturellement aussi pour essayer de proposer ce que vous ne trouviez pas vous quand exactement. Vous étiez très adolescent. Bien résumé. Ouais, c'est exactement ça, écrire les livres que j'ai pas pu lire. Alors, je ne sais pas si mes propres livres m'auraient plu quand j'étais ado, mais en tout cas, ouais, j'essaye de mettre les pieds dans le plat. Voilà. Vous vous sentez adolescent encore ? C'est quoi l'adolescence pour vous ? Non, je me sens plus adolescent, je me sens pas totalement de mon âge, un peu plus jeune que mon âge, mais je me sens jeune quarantenaire. Mais en revanche, il me reste quelque chose, ouais. Moins de l'enfance, bizarrement. Il me reste quelque chose de musical. Il me reste une voix, un rythme et une intensité. Parce que ce qui est passionnant dans cette période, c'est que c'est l'âge des premières fois, quoi. C'est le moment des premières fois. Tout est branché très fort, jusqu'à Larséné. Hein. Il y a beaucoup de Larsen. Mais ça, je m'en souviens très bien. Bon, et puis après, j'ai des ados autour de moi, je les regarde, je les vole, je m'inspire d'eux. Je suis sur le motif. Hein. Mais il reste quelque chose en moi de l'adolescence et je veux croire que c'est salutaire parce que il y a plein de moments où on se sent un peu glacé, où on se sent froid, tiède, où on sent qu'il y a quelque chose qui s'amenuise, qui s'éteint, qui se rétrécit. Et c'est le feu de l'adolescence qui nous redresse, qui nous ranime. Je sais que ça m'arrive souvent de me dire cette personne me glace le sang. Et à chaque fois, c'est ça. C'est un adulte, en fait. C'est quelqu'un qui a épousé un personnage, un costume, et qui ne veut plus entendre parler de cette période qui a été la mue de l'adolescence. Et ça, je peux pas. Ça m'angoisse. On parlait de musique, vous écoutiez quoi alors à l'époque, à l'adolescence, quand vous lisiez? À l'adolescence, il y avait la musique classique que mon grand-père m'avait fait découvrir, Bach, etc. Et puis il y avait tout de suite beaucoup de chansons françaises et de pop. Ouais. Je parlais de Dao. Il y avait William Scheller qui a été extrêmement important, que je jouais à longueur de journée. Il y a Mylène Farmer qui a été quelqu'un d'extrêmement important. Unique, totalement unique. Et je garde une affection vraiment pour cet artiste. Voilà, c'était un romantisme sublime. Et puis un univers si singulier, si original. Et puis il y a eu Véronique Sanson. Ah oui. L'album Amoureuse, je crois que ça a été mythique pour moi. Et puis un petit peu d'anglo-saxon, Dépêche Mode. Toujours quand même le dénominateur commun de tout ça, hein, c'est le romantisme. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi pour vous le romantisme ? C'est une façon de regarder en face ses angoisses, ses gouffres, ses incertitudes et interrogations un peu obscures comme ça. Et c'est aussi une relative complaisance. Voilà. Et puis c'est aussi un goût esthétique pour tout ce qui parle de ça. Je me souviens de ma lecture des Hauts de Hurlevent. Alors là, pour le coup, c'était très voluptueux. J'étais dans ma maison de famille en Normandie. Je me souviens qu'il faisait... c'était la tempête pendant une semaine. Et moi, j'étais sous la couette à lire Émilie Brontë. C'est ça qui est paradoxal. Hein. Il y a une jouissance aussi dans la mélancolie. Et alors justement, les livres, ça permet de conjuguer ce sentiment, sans s'y complaire, mais le romantisme, il y a des lectures qui du coup correspondent pour vous à ce sentiment ? En rapport avec la mélancolie ? Et le romantisme, ouais. Ah, c'était plus dans mon adolescence, j'avoue. Ouais. Aujourd'hui, les auteurs que j'aime ont plus d'épure et d'âpreté, je dirais.
Mais je garde c'est comme les photos de nous quand on était ado, quoi, où tout d'un coup on a un petit sursaut en disant mais comment j'étais attifé, comment j'ai pu porter ce sweat Best Montana. Il faut avoir de l'indulgence pour ça. Ouais. Je garde de l'attachement en fait pour tout ça. Mais aujourd'hui, je préfère quand les choses sont au couteau. Pour employer une expression qui me renvoie à Annie Ernaux, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que oui, s'il y avait eu l'écriture comme un couteau. Il y avait eu un livre d'entretien avec elle. Je préfère ça. Que d'ailleurs le dispositif stylistique soit très épuré, très resserré à la Constance Debré ou très ample, voilà, à la Proust, c'est lui qui me vient. Peu importe la voix et l'écriture. Mais ouais, j'aime bien quand c'est tranchant, quand c'est âpre, quand ça fait pas de cadeau. Ouais, quand ça prend le risque de ça, d'aller au nerf. C'est peut-être aussi dans le rapport que vous avez au style, j'imagine. C'est quelque chose que vous avez ressenti très tôt quand vous lisiez les auteurs que vous aimiez, Camus. Alors j'aime des styles très différents, mais j'avoue que Camus a eu une grande importance. Quand j'ai lu L'étranger, je crois que c'était le premier, je me suis dit, donc on a le droit. Le droit de quoi ? C'était le droit d'avoir un champ lexical, somme toute assez restreint et je dirais même pauvre, je le dis à dessein, et pour autant d'être d'une complexité et d'une profondeur inouïe. Et ça m'a décomplexé. Non pas que j'estime avoir d'une quelconque façon approché le génie de Camus, pas du tout. Mais ça m'a ouvert une porte et après les Américains ont joué ce rôle aussi. Carver, Richard Ford, des gens comme ça, qui cultivent quasiment la simplicité. Pour Simone de Beauvoir, j'ai appris que c'était un exemplaire pour elle, cette simplicité du dispositif stylistique. Voilà. Pour Cocteau aussi, pour plein de gens. Et donc Camus a beaucoup compté. Et compter du coup dans la façon dont vous avez mis en place votre écriture. Clairement, pour vous, il y a un lien entre vos lectures et votre écriture. Comment vous... Ouais, c'est-à-dire que après j'ai été aidé, notamment par Bernard Wallet, le fondateur des éditions Verticales, avec qui on a énormément travaillé le texte. Et j'en ai encore toujours besoin, ça, qu'on me corrige ou qu'on m'aiguille, qu'on me fasse prendre conscience de certains angles morts. Et une grande partie du travail, ça a été de me débarrasser justement de choses, de chevilles stylistiques ou de béquilles métaphoriques qui me rassuraient. Il a fallu m'aider à assumer pleinement cette phrase qui trahit beaucoup le sous-texte. C'est un peu, je vais encore citer quelqu'un, mais pas pour comparaison, mais vous voyez les silhouettes de Giacometti, quoi. Oui. C'est-à-dire, d'abord c'est très travaillé alors que c'est très épuré, et c'est très fragile. Et voilà, ce trait très fin, dont on pourrait penser qu'il est pauvre, mais qui en fait est supposé, si c'est bien travaillé, faire surgir beaucoup d'implicite, beaucoup de filigrane, c'est ça que j'aime. Mais alors c'est du travail, et puis il faut se l'assumer parce qu'on a toujours peur d'être dans une nudité littéraire, poétique. Et alors on parlait de Camus, de Richard Ford. Quels sont les autres auteurs où vous retrouvez peut-être ce filet, cette écriture ? Annie Ernaux, évidemment. Ouais. Exemplaire parce qu'en plus chez Annie Ernaux, il y a une distance par rapport à ces sujets qui me restent encore mystérieuses. Et c'est chouette, parce que à force de lire, à force d'écrire, on se met spontanément dans l'atelier de l'autre et parfois ça enlève un petit peu de magie. Annie Ernaux, je ne comprends toujours pas, et c'est bienvenu, quelle juste distance elle a par rapport aux matériaux qu'elle débrouille, que ce soit à ses parents. Souvent, je me suis dit ça en la lisant, que elle dit les choses telles qu'elles sont, donc parfois c'est dur. Et en même temps, jamais il y aura une once de procès. Donc voilà,
elle par exemple, mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Et puis après, il y a des dispositifs qui sont parfaitement différents et que j'aime. Une Maëlys de Kerangal, une Olivia Rosenthal, qui ont des phrases beaucoup plus amples, avec un maillage beaucoup plus serré, vont m'envoûter pareillement. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait de rentrer dans l'atelier de l'autre. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, vraiment, du coup, quand vous lisez quelqu'un d'autre, possiblement, vous pouvez pas vous mettre à sa place, mais penser à son Je regarde comment c'est fabriqué. Oui, c'est ça. Du point de vue de la dramaturgie, de la narration, et puis la phrase, je regarde comment elle est balancée, comment elle est construite. Oui, ça m'intéresse. Et ça m'enseigne des choses, ça vous a jamais impressionné? Ça vous a jamais empêché, vous, de passer à l'acte d'écrire? Non, c'est très orgueilleux et prétentieux, hein, mais non. Moi, ça m'a toujours... Un beau livre me jette à ma table de travail. Ça me donne tout de suite envie d'écrire. Non pas pour faire pareil, mais ça relance la sève, ça relance le désir. C'est pas du tout inhibant. Non, même Proust, même la recherche m'a pas inhibé. Mais parce que je sais que je ne les rejoindrai jamais et je m'en fous. De même, quand on pose la question de la postérité et tout, je m'en fous absolument. Je sais que mes livres, de toute évidence, resteront pas. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe au présent. C'est qu'il y ait des gens qui les lisent aujourd'hui et qu'il y ait des échanges et de savoir, de recevoir sur Instagram des messages pour me dire que ça a vibré. Moi, c'est ça qui m'importe. Donc, de fait, comme j'ai pas l'ambition de Flaubert, je le cite lui parce que parce qu'il a quand même consacré sa vie à l'écriture et il a renoncé à énormément de choses de la vraie vie pour construire une grande œuvre et je pense qu'il a un peu souffert de n'avoir eu qu'un seul succès, c'était un scandale, Madame Bovary. Il en a souffert, mais il pensait avant tout à l'après. Moi, ça me... Voilà, comme j'ai pas du tout cette ambition, les grands auteurs, du coup, ne m'inhibent pas. Ils sont tellement plus grands que moi, et alors? Vous écrivez, vous lisez tous les jours. Ouais. Et puis, il y a des moments comme dans l'écriture, il y a des moments de panne. Il y a des moments où je suis asséché, où mon désir est tari. Ça arrive. Que je reste quelques semaines sans lire. Ça peut arriver. Et c'est pas grave. Et ça repart plus sur la relecture d'un livre aimé ou sur justement Alors le confinement m'a fait découvrir ça, parce que je relisais pas beaucoup. Et le confinement, je vais pas vous faire de légende, on sait ce que ça a été comme expérience absolument inédite. J'ai eu des besoins impérieux. Et je m'en suis aperçu 2-3 semaines après avoir entamé cette plongée. Je ne relisais que des livres où il y avait la mer. Je me suis vu relire La naissance du jour de Colette. Je me suis vu relire Tout un monde lointain de Célia Oudard. Et après, je me suis dit, est-ce que tu te rends compte qu'il y a un dénominateur commun dans tout ça? Tu es privé d'une chose en ce moment qui est ta passion, c'est la mer. Voilà. Et donc, j'ai découvert ça, la relecture, qui est quelque chose que je pratiquais pas du tout. Comme si, une fois lu... l'histoire était finie avec un livre et laissait une empreinte, des souvenirs, une expérience. Mais comme si ça ne... Ouais. Il n'y a qu'un livre que j'ai relu plusieurs fois, c'est Les fragments du discours amoureux de Barthes. J'allais dire, je crois qu'il y a je l'ai relu plusieurs fois. Il y a un ou deux livres. Il y a un Duras aussi, La vie matérielle. Ah oui, vous faites bien de le dire. Il y a Les fragments du discours amoureux de Barthes que je rachète sitôt que je tombe amoureux. Parce qu'ils sont tous annotés, donc je ne peux pas me replonger dans l'édition précédente. Il y a La vie matérielle de Duras que je relis tous les ans. Ah oui, ça c'est une hygiène intellectuelle que de relire ça. Et puis plein de Duras, tous les Duras de la fin qui sont plus les Duras des entretiens, de la conversation. Parce que c'est une conversation que je veux reprendre avec elle toujours. Et La vie matérielle, pourquoi ce livre pour vous c'est une hygiène intellectuelle? C'est une Duras beaucoup de la solitude. Et qui parle beaucoup, c'est les pages qui me passionnent le plus, de la maison, en particulier la maison de Neauphle-le-Château, mais elle évoque Trouville aussi, qui est un pays qui m'est cher.
Elle parle de son rapport à la maison et des lieux. Or, et ça c'est quelque chose, je ne sais pas où ça va me conduire dans l'écriture, mais nos passions, nos goûts pour les lieux, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse de plus en plus. Je trouve que c'est sous-estimé, alors que c'est aussi important que des histoires d'amour et d'amitié. Nos coups de foudre pour certains lieux, et on n'en a pas 36 000 dans une vie. Et c'est un livre qui parle extrêmement bien de ça. Qu'est-ce que c'est qu'occuper une maison, habiter une maison, s'occuper d'une maison, réparer une maison? Qu'est-ce que c'est que ces choses a priori prosaïques et alittéraires, mais hyper importantes que sont... qu'est-ce qu'il faut avoir toujours chez soi? Il y a une liste dans la vie matérielle qui est bizarrement très prosaïque, mais in fine très poétique, parce que c'est Marguerite, évidemment. Donc, elle s'intéresse dans ce livre à des choses extrêmement matérielles, d'où le titre La vie matérielle, et qui font littérature, qui font fable. Et elle parle beaucoup aussi dans le film avec Michel Porte, le film de Michel Porte, Les lieux de Marguerite Duras. Oui. Elle parle beaucoup de ce que c'est que d'être un corps seul dans une maison. Les amis sont partis, fin de week-end. On se retrouve seul dans cet abri qui peut aussi jouer contre nous, qui peut aussi générer des angoisses. J'aime ça. J'aime parce que je le vis, parce que je l'ai vécu, parce que la solitude est quelque chose qui est très importante pour moi. Et la solitude, elle est faite d'énormément de choses. De ravissement et aussi du sentiment de l'isolement. C'est un creuset de choses très, très diverses, la solitude. Donc elle parle beaucoup de ça dans la vie matérielle. Sans doute c'est pour ça aussi que j'aime ce livre. Vous parlez de la solitude. Comment ça s'est produit du coup pour vous par rapport au confinement? Parce que donc la solitude, vous l'aimez, je pense. Vous la pratiquez. Ça n'a pas été si dur que ça. Ouais. Et puis, confiné, moi, la moitié de ma vie est passée à écrire confiné, au fond. Non, moi, c'est la maladie qui m'a angoissé, ce risque-là de la maladie, qui a réveillé une chose pas tout à fait endormie chez moi, qui est l'hypocondrie. Mais sinon, j'ai pas très envie que ça recommence demain matin, mais ça a été une sorte d'expérience où je n'ai cessé de m'échapper dans l'écriture et dans la lecture. Ça a été, j'ai fui en quelque sorte dans l'écriture et la lecture, ce qui est assez vrai tout le temps. Mais là, ça a été particulièrement dense comme échappée. Donc c'était je le prends comme une expérience. Mais j'étais content que ça se termine. Les gens en chair et en os me manquaient comme à tous, et la mer, et la mer, et la mer. Ouais, la mer, c'est important. Je crois. Vous lisez près de la mer? Vous aimez bien lire sur le sable? Je fais tout à la mer et j'écris même. J'ai mes cahiers Moleskine, et je me mets dans des positions invraisemblables. Et quand je me relève, j'ai mal partout, j'ai 120 ans. Mais je fais tout à la mer. C'est la chose la plus magnifique que je connaisse. Avec le vin et les gens que j'aime, évidemment. Elle vous inspire, cette mer? Oui, parce qu'elle me permet... c'est très verlainien. C'est paysage, intériorité, quoi. La ville me bloque. La ville exige des choses de moi. C'est la ville où je travaille, en plus Paris. La ville me presse. La ville ne me laisse pas le temps. Et la ville m'interdit de plonger. Cette durée-là, cette langueur... Et ça, je peux pas y accéder, j'arrive plus à y accéder, à part au but de Chaumont peut-être, qui est un lieu magnifique. J'arrive pas à y accéder ici. C'est peut-être l'individu là qui parle. L'individu enfin la chaise corsée, trop serrée à la mer. Voilà. Vous faites le distinguo, l'individu, l'auteur? L'auteur, il est là quelques heures par jour seulement. Voilà. Après, il est toujours tapi quelque part, parce que comme je suis beaucoup sur le motif, comme un dessinateur ou comme un peintre, ou comme un photographe. J'allais dire même dans un café, sur je vole beaucoup de choses, ouais. J'aime beaucoup regarder les gens et les écouter, essayer d'imaginer leur vie, ou même regarder des fenêtres allumées quand je marche. Tout de suite me vient l'envie de savoir quelle vie est tapie derrière. Donc oui, je vais beaucoup Je suis inspiré par le dehors, beaucoup. Donc si, l'auteur, il est quand même là très très souvent. Mais je suis de plus en plus fasciné par l'infraordinaire
qui s'invite dans l'espace romanesque, dans ce qui a priori fait pas événement, dans ce qui a priori fait pas fable. J'ai de plus en plus envie de me coller à ça. Est-ce que Nathalie Sarraute a trouvé sa place par rapport à cette Je connais assez mal Nathalie Sarraute. Je suis totalement évidemment fasciné par Pour un oui, pour un non, qui est exemplaire en matière de répartie, de connaissance, de l'humeur, de ce qui se joue, de ce qui peut se défaire, de ce qui peut se fracasser entre deux êtres, parce que mu par des humeurs. Yasmina Reza est une merveilleuse romancière et dramaturge en la matière. Donc Sarraute, c'est devant, ça m'attend. Ouais. Je suis sûr que je viendrai à mon enfance, je suis sûr que je viendrai à... Oui, quand je ne sais pas si c'est mon enfance, parce que ça c'est Barbara. C'est enfance. Enfance, voilà. Vous voyez, j'ai mis un possessif parce que Barbara s'est invitée. Mais c'est vrai que quand je vous écoute, je pense que Nathalie Sarraute vous attend. C'est chouette aussi les choses qui nous attendent. Je me souviens toujours de mon prof de philo en terminale, qui s'appelait Monsieur Paradis, ça ne s'invente pas, et qui nous avait dit vous n'avez pas lu Proust, réjouissez-vous, c'est devant. Ouais. Je trouve ça merveilleux, les choses qui nous attendent et les ravissements à venir. Et on a cité Verlaine, mais plus pour l'adjectif verlainien. On n'a pas parlé de poésie. Quel est votre rapport à la poésie? Est-ce que vous en lisez beaucoup? Dans quelles circonstances? Quelle place ça a? Alors déjà, quitte à parler de poésie, je parlerai de chanson, parce que moi, la chanson, pour moi, c'est la poésie moderne. Enfin, c'est un pan de la poésie moderne. Je considère que des gens comme mon camarade Florent Marché, Dominica, Barbara Carlotti, voilà, ce sont des poètes. Hein. Pas que, puisqu'ils chantent, puisqu'ils composent, mais ce sont des poètes. Et après, les poètes que j'aime, alors, il y a un dénominateur commun. Là, c'est plus que la simplicité. C'est-à-dire, je déteste les fioritures, je déteste le champêtre. Et... Donc, si je devais citer quelqu'un, si vous voulez, quelqu'un qui a beaucoup compté en poésie pour moi, c'est Pierre Reverdy. D'ailleurs, il y a certains poèmes de Reverdy, quand on les lit, on pourrait penser que c'est des paroles de chansons, hein, et c'est extrêmement moderne. J'ai redécouvert, m'intéressant à la figure de Cocteau, j'ai redécouvert sa poésie. Et j'aime beaucoup cette poésie, notamment plein chant, des recueils comme ça, parce qu'il est capable d'aller lui aussi dans le prosaïque. Je relisais là et je voyais des mots comme se vautrer, la boue. Il parle beaucoup de la boue. Voilà, j'aime les poètes en fait qui n'ont pas peur du prosaïque. Donc voilà, Cocteau, Reverdy, Marina Tsvetaeva, il y en a plein des poètes que j'ai aimés, que j'aime. Gustave Miron. Ouais. Mais peut-être les romans ont quand même une place plus importante, enfin très importante dans votre vie. Vous lisez d'autres genres que le roman, des biographies, ou vraiment quand même... Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnalités littéraires ou artistiques qui me fascinent. Donc ouais, j'aime beaucoup lire... des biographies d'artistes, pas tout, juste quand ça me passionne. De même que les journaux et les correspondances. J'aime beaucoup ça. Je me souviens de cet été où j'ai découvert les 2 tomes du journal de Jean-Luc Lagarce. Ouais. J'ai passé l'été avec Lagarce et rentré comme ça dans une intimité, dans une vie. Et puis ça fait renaître des époques. Hein. Donc ça, c'est merveilleux. Donc avec Lagarce, c'était voilà, toute cette période funeste de l'arrivée du sida, mais aussi toute l'expansion du théâtre subventionné. Enfin, c'était passionnant. On n'a pas parlé d'Hervé Guibert. Ah, Guibert. Le féroce Guibert. Ouais. Cru, culotté, sans concession, qui vous regarde dans les yeux et qui vous tient et vous n'avez pas le choix. Parlant d'amour comme personne, de désir comme personne. Davantage d'humour chez Lagarce quand même. Ouais. Mais et puis une écriture d'un classe. Ouais, j'ai beaucoup admiré, j'admire beaucoup Guibert parce qu'il est sans concession. Je pourrais pas être comme ça. Mais il faut des poches comme ça de radicalité et de... Ouais, c'est un grand, lui. C'est un grand. Et puis ses photos. Ouais. Il y a juste à vu en côté arrivant. de moi. Et là, mes amis m'ont fait ce cadeau un jour pour mon anniversaire. Ils m'ont offert une photo de Guibert, donc qui a été achetée à Christine Guibert.
Et c'est Vincent, le jeune Vincent qui est le héros de Fou de Vincent. Voilà, donc j'ai une photo de Guy Père chez moi. Le désir, c'est important en littérature? Ouais, j'allais dire c'est la grande affaire. Ouais. C'est une des grandes affaires. Mais quand même, je trouve que le désir, oui, l'amour, oui, mes livres en sont gorgés. Oui. Mais je vais me tourner à l'avenir aussi vers l'amitié, qui est une grande affaire très sous-estimée en littérature, je trouve. Et puis je ferai un jour mon livre sur les lieux, qui sont où il y a une part de désir qui se joue, hein, un tout autre désir, mais je ne veux pas dire l'amour est très surestimé, oui, c'est ce que comme titré et Dominica, puis Brigitte Giraud, en citant la chanson de Dominica. L'amour n'est pas très surestimé, mais il y a d'autres grandes aventures qui sont sous-estimées, et que je trouve la littérature devrait un peu plus prendre en charge. Je me souviens de ce livre très beau de Jean-Marc Roberts qui s'appelait Affaires personnelles. Et j'étais tout jeune, j'avais 18 ans. Et je me suis dit, un grand livre sur l'amitié. Bon, il y avait un triangle amoureux aussi, hein, si je me souviens bien dans l'air. Oui. Mais il y avait quand même cette valeur, l'amitié, qui était au premier plan. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans le lecteur que vous êtes, et on en parle depuis tout à l'heure, c'est que vous lisez beaucoup de femmes. Oui, je ne fais pas exprès. C'est pas si... Enfin, je ne le fais pas consciemment. Non. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent, et Dieu merci. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui me parle dans cette sensibilité-là. Après, je ne fais pas gaffe parce que moi, cette question du masculin-féminin me pose problème depuis toujours. Je trouve que ce sont des cases qui nous mentent. Il y a une histoire des femmes et une histoire des hommes. Il y a des histoires d'oppression, des histoires de domination, ça c'est sûr. Mais ce que c'est que le masculin, le féminin, j'ai jamais vraiment trop su. Donc voilà, il y a toujours eu autant d'hommes que de femmes, mais dans tous les compartiments de ma vie, quoi, que ce soit chez le lecteur, en amitié, enfin... Et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui m'ont élevé, à tous les sens du terme. Que ce soit Geneviève Brisac, qui a été mon éditrice, qui d'ailleurs m'a fait découvrir beaucoup de femmes qu'on comptait pour moi, Jean Rhys, Virginia Woolf, toutes ces femmes-là. Et aujourd'hui encore, je citais Annie Ernaux, Chantal Thomas. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Françoise Sagan ? Son certain sourire. C'est-à-dire, d'abord son goût pour la vie, et plus les années passent, plus je trouve que c'est la décence minimale, le plaisir. Ça va trop vite, quoi. Donc, son goût pour la vie me plaît. Et puis, elle avait cette élégance d'au moins s'efforcer d'esquisser un sourire quand ça allait mal. C'est la chanson de Chamfort. Hein. Souris puisque c'est grave. Ouais. Si c'est à celle-là que vous pensez. Ouais. C'est celle-là. Et ça m'a... il y a comme une morale là-dedans. Il y a une morale de décence et d'élégance que j'aime. Et puis elle est d'une compagnie exquise. Alors je l'ai pas connue, je l'ai pas fréquentée, mais allez voir n'importe quelle archive d'elle ou relisez les entretiens. Il y a beaucoup d'entretiens avec elle qui sont publiés. Mais on est quand même dans le pays de l'art de la conversation. Elle est merveilleusement divertissante, malicieuse, intelligente, pétillante. C'est l'amie idéale. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu une conversation. Vous parliez beaucoup des archives. On a la chance pour Françoise Sagan, Marguerite Duras, de pouvoir les écouter. Moi, je le fais souvent aussi. Marguerite Duras, il y a ce film de Benoît Jacot aussi. Il y a le film de Michel Porte et de Jacot, magnifique. C'est précieux, ces archives. Ils sont comme des amis. Ouais. Vraiment, j'assume le terme. C'est des amis qu'on retrouve à intervalles réguliers et on reprend la conversation. Alors, ça paraît être des monologues, mais bien sûr qu'on dialogue avec eux. Ils nous bousculent, ils nous consolent. C'est vraiment des amis. C'est des petites tribus qu'on s'invente au fur et à mesure des années et qui font qu'on tient debout, quoi.
Et moi, je tiens à ce dialogue avec les auteurs, quoi. Et c'est pas simplement l'auteur qui parle. Bien sûr que l'auteur là qui parle, il a des racines, mais vraiment qui vont très très loin dans le sol. On n'est rien seul. Mais l'individu aussi, il a besoin des auteurs, parce que parfois il fait très très froid quand même. Qu'est-ce que ça produit chez vous ? Qu'est-ce que ça convoque, le fait que des gens puissent ne pas lire du tout, ou ne pas avoir ce que vous avez eu, c'est-à-dire cet élan, ce déclic pour la lecture. Mais je ne saurais les juger. Je déteste le prosélytisme en toute chose, donc je vais surtout pas dire qu'il loupe quelque chose. Moi, je pense que ça part d'une infirmité de ma part, et de la part de plein de gens sans doute. C'est une infirmité que de devoir lire. Je crois que c'est Pavès qui disait « L'art est la preuve que la vie ne suffit pas ». Ouais. Alors je pense qu'on est quand même des milliers, des milliards à savoir ça, qu'il y a une part manquante, que toujours quelque chose manquera, qu'on cherche à combler, vainement d'ailleurs. La vie ne suffit pas. Donc, oui, c'est un peu paradoxal, fort de cette infirmité, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de voir des films, j'ai besoin d'écouter des chanteurs, j'ai besoin d'écouter de la musique. C'est comme quelqu'un qui aurait faim tout le temps, quoi, ou qui a de nouveau faim, ou c'est comme le désir qui revient, comme si on n'avait pas fait l'amour. C'est des marées, quoi. Donc voilà, moi je suis soumis à ces marées, et donc je vais là où je peux combler ou avoir l'impression, l'illusion de combler un manque. Donc je sais pas ce que c'est que vivre autrement, quoi. Est-ce que ça existe seulement d'ailleurs ? Et puis les gens qui lisent pas, ils ont d'autres passions. Ils vont traquer ce manque autrement et ailleurs, j'imagine. Ou alors c'est être une méduse. Peut-être qu'il y a des méduses qui existent, je sais pas. Alors Arnaud, avant qu'on vous écoute lire le passage que vous avez choisi pour nous d'un livre, on a quelques petites questions flash, prescription littéraire. Alors c'est question-réponse. Voilà, recommandation. Sans commentaire ? Oh, il peut y avoir un petit commentaire, mais un petit ping-pong. Alors le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Les fragments du discours amoureux de Barthes. Parce que quand on le lit, on voit combien on a été malade. Et peut-être on peut considérer la rupture comme une délivrance. Ce livre parle pas d'amour mais de passion. Il faut bien le préciser. C'est pas pareil. Absolument. Le livre antidépresseur. Toutes les BD de Fab Caro. Ouais. Fab Caro m'a sauvé un nombre de soirées dark innombrables parce qu'il est juste hilarant. Voilà. Donc, Fab Caro, il vous sauvera des gouffres certains soirs. Bonne recommandation. Le livre Réparateur. Si tant est qu'un livre puisse réparer. Ce serait un livre d'Anne Dufourmentel, vraisemblablement. Là, je suis en train de regarder mon rayonnage psychanalyse. En cas d'amour de Anne Dufourmentel. Avec ce très beau passage au début où elle reçoit une patiente qui lui dit « Je veux que vous me débarrassiez de l'amour ». Et elle lui dit « Je peux rien pour vous, ça n'existe pas ». Le livre qui régénère. C'est joli, vous vous tournez vers la bibliothèque, vraiment. Qui régénère, sans doute un livre de Chantal Thomas parce qu'elle parle comme personne de la liberté et de la nécessité de l'émancipation. Et elle le raconte dans sa chair. Le livre qui bouleverse. Ah oui. Un livre que j'ai dû arrêter au milieu. C'est Tous les enfants sauf un, de Philippe Forest, qui raconte la perte de leur enfant. Ça a bouleversé, mais vraiment, parce que c'est un mot qu'on emploie un peu trop facilement. C'est un mot qu'on dit quand on est ému. Un livre bouleversant, bon, là vraiment c'est un livre déchirant. Donc ça c'est presque un de mes seuls souvenirs de lecture compliqué. Compliqué pour ce que ça faisait naître et ce que ça... Ouais.
Le livre pour comprendre le monde. Tous les bons livres. Je vais botter en touche. Ah, c'est une bonne Tous réponse. les beaux livres. Tous les beaux livres. Le livre pour amuser la libido. Pour amuser la libido. Fou de Vincent de Guibert. Ouais. Il va très très loin. Il va très très loin, mais jusqu'à nous perdre dans des fantasmes qui ne sont qu'à lui, qui ne regardent que lui. Et moi, c'est un de mes livres de Guibert préférés, mais parfois, parfois je le laisse partir. Mais ouais, Fou de Vincent. Le classique indispensable. On en a cité quelques-uns. Qu'est-ce qu'on appelle un classique d'ailleurs? Eh oui. Premier qui me vient, ce serait L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Bon, on peut considérer que c'est un classique maintenant. Que vous auriez aimé écrire? Je crois qu'à la question un peu quel est le livre. Il y a tellement de livres que j'aurais aimé écrire. Non, mais surtout ce livre, il a un charme. Alors lui, je l'ai relu plusieurs fois. Il a un charme, c'est que je n'arrive jamais à le raconter. Et souvent, je le relis, j'ai envie de le relire, parce que j'ai envie de retrouver, ça c'est une grosse frustration, tout ce que j'ai abandonné, tout ce que j'ai oublié. Je pense souvent à ça quand je lis, de tout ce qui va m'échapper. Alors je mets des notes dans tous les sens. Et parfois c'est un peu triste de me dire que je ne suis pas hypermnésique et que toutes ces merveilles que certains livres m'apportent, je vais devoir en laisser sur le bas-côté de la route et que je n'en prendrai qu'une infime partie. Et alors Kundera, c'est tellement riche. Voilà. Le bijou méconnu. Jean Rhys. Bonjour minuit de Jean Rhys. C'est une romancière anglo-saxonne qui est trop méconnue. Et Bonjour minuit, c'est l'histoire d'une femme qui traîne sur les lieux d'un amour perdu. C'est à Montparnasse. Elle va de café en café et elle se remémore cet amour perdu. C'est d'une très très grande beauté et c'est sur les questions que je vais qualifier sommairement de féministes, extrêmement en avance. Et d'ailleurs, c'est une femme qui n'a pas beaucoup vendu parce que ses livres étaient d'une parole très franche sur toutes les questions, sur les questions de la condition féminine. Et il y a pas mal de ces messieurs qui ne voulaient pas entendre, qui ne voulaient pas voir et qui ne voulaient pas acheter ces livres. Voilà. Mais il faut relire Jean Rhys. C'est un mot qui revient souvent. C'est important pour vous, cette franchise, cette clarté, cette franchise. Ouais, notamment parce que on est dans un monde où la langue est dévoyée. À des fins économiques, publicitaires, politiques, où on est sans cesse obligé, vous comme moi, d'essayer de ranimer, au sens premier, comme on essaye de ranimer quelqu'un, on essaye de réanimer des mots qui ont été épuisés par des langues utilitaristes. Et puis, oui, on nous... Je ne veux pas faire du Souchon, mais on nous enrobe dans des... Ouais, dans des phrases qui mentent. La Foule sentimentale, c'est une belle chanson. Ah, elle est sublime, sublime. C'est un très très grand auteur de chansons, Souchon. Donc ouais, la vérité, où est-ce qu'on peut encore la trouver? Il y a tellement d'espaces où on édulcore, où il ne faut pas dire ça, l'autocensure, où la censure sévit tellement pour des raisons économiques, parce qu'il faut faire de l'audimat, parce que je sais pas quoi. La littérature, c'est un des derniers espaces où on est complètement libre, puisque ça coûte pas cher de fabriquer un livre. Donc on n'a aucune pression. On ne nous demande pas de faire des choses bien formatées. Voilà, le formatage. Il est tellement, tellement pesant que ouais, moi j'ai besoin de franchise. Fut-elle brutale. Votre coup de cœur du moment? C'est un livre de la rentrée. Enfin, j'ai plein de coups de cœur dans la rentrée littéraire de septembre. Mais alors là, pour le coup, en termes de franchise, c'est un livre de Maria Pourchet qui s'appelle Feu, chez Fayard, qui est l'histoire d'amour entre un homme et une femme qui n'auraient jamais dû se rencontrer, enfin que tout sépare, et sur la passion amoureuse, sur... Il y a des flux de conscience qui me font un petit peu penser par certains moments à Yasmina Reza. Et... Alors là, c'est tout à fait franc, mais jusqu'à nous bousculer. Très grand livre, très grande autrice. Eh ben, merci pour toutes ces belles recommandations. Alors avant de se quitter, malheureusement, parce que c'est merveilleux de vous écouter,
Quel livre vous avez choisi alors pour nous lire une page pour terminer ce podcast? C'est un livre de ma chère Chantal Thomas, Comment supporter sa liberté, sans point d'interrogation. Hein. C'est important dans le titre. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle. C'est un livre sur la liberté et sur cette chose qui est que, oui, la liberté c'est quelque chose à conquérir, mais il faut se l'assumer et il faut se la supporter aussi parce qu'elle peut être lourde sur les épaules. Et là, c'est une femme qui est seule dans un café et il y a un homme qui l'approche et qui dit « Vous êtes libre ce soir ?» « Oui, mais permettez-moi de le rester. » Il faut cette précision, car si je dis seulement « Oui, je suis libre », l'interlocuteur traduit en son langage, qui n'est sans doute pas littéralement celui-ci, « D'accord, prenez-moi, occupez-moi, distrayez-moi, débarrassez-moi de ma disponibilité, de mon apesanteur. » Qu'avant même que mes lèvres aient touché la fraîche écume de ce verre de bière, je me sois dépossédée de moi-même et remise, pour le moins jusqu'à demain, entre vos mains. L'homme qui demande à une femme « Êtes-vous libre ?» est dans la même disposition que celui qui, au cinéma ou au restaurant, dans un train, s'informe « Cette place est-elle libre ?» Oui, alors il l'occupe. Il n'y a aucune raison qu'elle reste libre, c'est un vide inutile. L'assimilation peut paraître choquante, elle est constante. Qu'une femme prenne plaisir à boire un verre seule la nuit dans un bar, à se promener sur une plage ou dans les rues obscures d'une ville étrangère est inconcevable. Elle n'est pas libre au sens où ce terme implique une force positive, un élan qui, contrarié, pourrait devenir héroïque et forcer l'admiration. Non, elle est déboussolée. Elle stagne, larguée, ou erre au hasard parce qu'il lui manque quelque chose. Merci beaucoup Arnaud Catherine. Une femme seule ne manque pas forcément d'un homme. Merci pour tous ces partages. Merci à vous. Et tout ce qu'on a pu se dire sur la littérature qui est si importante pour nous. Salutaire. À bientôt. À bientôt. Stay wild, keep reading. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.